Pour ce premier cours, nous allons voir comment on positionne l'algorithmique que vous avez étudié dans l'UE LIFAP1 et celle qu'on va voir dans l'UE LIFAP2. Donc on va voir la différence entre un algorithme itératif et un algorithme récursif, et on va voir aussi la différence entre la programmation impérative que vous avez faite en LIFAP1 et la programmation fonctionnelle qu'on va étudier ce semestre en LIFAP2. Donc, écrire un algorithme, c'est pour résoudre un problème. Donc, on va prendre dans ce cours un fil rouge. On va définir un algorithme qui cherche à résoudre le problème de trouver le minimum d'une liste de nombres. Donc, on va prendre un exemple de liste. Là, c'est la liste qui contient les nombres 3, 6,5, 12, moins 2, 0, 7. Mais en fait, notre algorithme, ce qu'il faut, c'est qu'il puisse trouver le minimum de n'importe quelle liste de nombres. Et donc, on veut écrire un algorithme qui permette d'expliquer ça à une machine. Donc, le langage qu'on va utiliser pour expliquer ça à la machine, dans cette UEA, c'est le langage de programmation Scheme. Donc, on dit souvent qu'un algorithme, c'est une méthode pour résoudre un problème qui doit être suffisamment générale pour pouvoir traiter toute une classe de problèmes. Donc là, par exemple, trouver le minimum de n'importe quelle liste de nombres, et qui combine des opérations qui sont suffisamment simples pour pouvoir être effectuées par une machine, pour être comprises par la machine. On va commencer à aborder dans cette UE la notion de complexité d'un algorithme, c'est-à-dire qu'il faut que la machine, elle trouve le plus rapidement possible une solution au problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la complexité en temps. Et d'autre part, il faut qu'elle trouve cette solution en utilisant aussi peu de place mémoire que possible dans la machine. Et ça, c'est ce qu'on appelle la complexité en espace. Donc c'est surtout la complexité en temps sur laquelle on va se concentrer. Parce qu'à moins de faire vraiment de grosses bêtises, la complexité en espace, en général, elle ne pose pas de problème. Donc, premier rappel, lorsqu'on parle de programmation, si on fait de la recherche en intelligence artificielle, c'est parce que pour l'instant on n'a pas encore trouvé, et donc la machine n'est pas intelligente. Donc c'est pas la peine de vous énerver en TP quand la machine ne fait pas ce que vous avez indiqué qu'il fallait faire, c'est que vous lui avez mal expliqué, parce qu'elle ne peut pas deviner ce que vous aviez en tête. Donc l'exécution d'un algorithme, il ne peut pas impliquer de décisions subjectives, faire appel à l'intuition ou à la créativité de la machine. Et en particulier, souvent on dit, pour illustrer ce que c'est qu'un algorithme, on dit par exemple une recette de cuisine, c'est un algorithme. En fait, à moins que la recette soit vraiment hyper précise, au gramme près, à la seconde près, etc., on ne peut pas dire que c'est un algorithme parce qu'elle contient des notions vagues comme ajouter du sel. Si un robot doit exécuter l'algorithme, il ne sait pas combien il doit en ajouter. Donc reprenons notre exemple, on veut définir un algorithme qui trouve le minimum d'une liste de nombres. Donc on va voir deux méthodes, la méthode itérative, telle que vous l'auriez programmée en langage C en LIFAP1, et ensuite la méthode récursive, qui est celle qu'on va étudier dans cette UE. Donc la méthode itérative, ça consiste à dire, j'ai ma liste de nombres, je vais la parcourir de gauche à droite en retenant à chaque étape de l'algorithme le minimum provisoire. C'est-à-dire que je commence par dire mon minimum provisoire, c'est le premier élément de la liste, c'est 3. Ensuite, je regarde si 6,5 est plus petit que 3. Non, donc c'est toujours 3 le minimum. Puis j'avance, est-ce que 12 est plus petit que 3? Non, c'est toujours 3. Est-ce que moins 2 est plus petit que 3? Oui. Donc là, je change, mon minimum provisoire c'est moins 2. Puis j'avance dans la liste. Est-ce que 0 est plus petit que moins 2? Non. Est-ce que 7 est plus petit que moins 2? Non. Et j'ai terminé de parcourir ma liste. Et donc j'ai terminé avec la valeur du minimum provisoire qui est égale à moins 2. Donc mon algorithme peut se terminer en donnant une réponse qui est égale ici à moins 2. Donc pour pouvoir écrire un algorithme qui met en œuvre cette méthode, on a besoin d'objets, des structures de contrôle pour écrire les algorithmes. Vous les avez vus en LIFAP1.
Donc la séquence permet de définir une liste d'instructions qui sont exécutées l'une après l'autre entre les mots-clés début et fin. L'affectation permet d'attribuer la valeur d'une expression à une variable. Donc par exemple, je donne la valeur 2 à la variable a, je donne la valeur a plus 2 fois racine de 15 à la variable bx4, etc. Ensuite, on a besoin d'une conditionnelle qui dit si une condition est vérifiée, alors voici les instructions à exécuter, toutes celles qui sont entre le alors et le fin de si. Donc, par exemple, si a est supérieur à 27, alors je vais donner à b la valeur de 3 fois a. Et le fin de si me permet de délimiter la fin du bloc d'instruction. Ça, c'est quand il y a juste un si et un alors. Et puis la conditionnelle complète, c'est quand on a si conditions, alors un bloc d'instruction, sinon un autre bloc d'instruction. Par exemple, si a est inférieur à 10 et b plus grand que racine de a fois 5, alors j'exécute ces deux affectations et sinon j'exécute ces deux affectations. Donc là, bon, c'est juste un exemple, il n'y a pas de sens particulier à l'instruction conditionnelle qui est indiquée ici. Donc cette condition, c'est soit une condition élémentaire, a est plus grand que 10, soit une condition complexe. On a vu un exemple ici où on a une conjonction, un et, entre deux conditions. Donc ça peut être un et, un ou, la disjonction, la négation, deux conditions qui elles-mêmes sont élémentaires ou complexes. On a aussi, pour pouvoir effectuer des répétitions, on a besoin de la boucle, de programmation itérative. Donc, il existe plusieurs types de boucles, vous les avez vus en l'IFAP1. Là, par exemple, on va considérer la boucle tant que. Tant qu'une certaine condition est vraie, on fait le bloc d'instruction qui est là entre le faire et le fin tant que. Par exemple, tant que i est inférieur à 10, on donne à la variable a la valeur précédente de a multipliée par i et on rajoute 1 à i. Donc on va faire cette boucle-là tant qu'on n'est pas arrivé à i égale 10. Donc les opérateurs booléens, ce sont des opérateurs qui prennent en paramètre des booléens et qui renvoient un booléen. Par exemple le et, la conjonction, le ou, la disjonction, le non, la négation. Ils nous sont nécessaires pour écrire les conditions, par exemple dans les si, alors, sinon. Donc une variable booléenne, c'est une variable dont les valeurs sont vraies ou faux, et un opérateur booléen a des paramètres booléens et un résultat booléen. Donc on peut définir la valeur de l'opérateur et en fonction des valeurs de x et y. Donc x et y est vrai seulement si les deux sont vrais. Dès que l'un des deux est faux, x et y est faux. L'opérateur ou est vrai si l'un des deux est vrai. Et le seul cas où il est faux, c'est si ils sont tous les deux faux. Donc là, c'est le ou logique et pas le ou du français qui est un ou exclusif. C'est fromage ou dessert, c'est un ou exclusif. Ici, on est avec le ou mathématique. Si les deux sont vrais, c'est vrai. La négation, si x est vrai, non x est faux. Si x est faux, non x est vrai. Donc à partir du moment où on a tous ces outils, les structures de contrôle, les opérateurs booléens, on va pouvoir écrire notre algorithme qui calcule le minimum d'une liste de nombres. Donc on va dire que L, c'est le paramètre de notre algorithme. Notre programme minimum prend en paramètre L, qui est la liste de nombres. Et puis pour simplifier l'écriture, on va supposer qu'il y a des algorithmes qui ont déjà été définis. Donc on a premier, longueur et IM qui sont déjà définis. Donc trouver le premier élément d'une liste, la longueur d'une liste ou le IM élément d'une liste. Et puis on a aussi écrire, on suppose que c'est défini. Donc la méthode, ça consistait à dire, je regarde
le premier élément de la liste et je vais dire c'est mon minimum provisoire. Donc là, j'ai une variable min qui me sert à stocker la valeur du minimum provisoire. Et je vais parcourir toute la liste grâce à un indice que j'initialise ici à 2. Je lui donne la valeur 2. Et je vais parcourir donc tous les éléments de la liste à partir de 2. Pour parcourir tous les éléments de la liste, j'écris une boucle tant que en disant tant que cet indice i est inférieur ou égal à la longueur de la liste, je vais regarder quelle est la valeur du ième élément de L. Donc pour i égale 2, ça sera le deuxième élément de L. S'il est plus petit que le minimum, alors je remplace la valeur que j'avais stockée dans la variable provisoire min par cette valeur du ième élément de L. Si ce n'est pas le cas, je ne change pas la valeur de min. Et de toute façon, puisque là c'est le fin de si, il n'y a pas de sinon, de toute façon, j'ajoute 1 à la valeur de i avant de recommencer la boucle tant que. Donc on va commencer avec i égale 2, on va regarder est-ce que le deuxième élément de L est plus petit que min, qui vaut la valeur du premier. Si c'est le cas, on change, et puis on rajoute 1. Donc on va regarder le troisième, puis le quatrième, etc. Et donc quand on sort de la boucle tant que, c'est parce qu'on est arrivé à la fin avec i qui est strictement supérieur à longueur de L. Dans ce cas-là, ça n'a plus de sens de regarder le ième élément de la liste. Et donc, à la fin de la boucle tant que, ici, dans la variable min, il y a le plus petit élément de L. Donc on dit écrire le minimum est et écrire la valeur de cette variable. Donc cet algorithme, il utilise différents programmes. Donc minimum qu'on vient d'écrire, c'est une procédure puisque son effet c'est d'écrire quelque chose. Écrire, c'est aussi une procédure puisqu'elle modifie l'environnement. Alors que premier, longueur et ième sont des fonctions, c'est-à-dire elles retournent une valeur mais elles ne modifient pas l'environnement. Ici l'environnement c'est ce qui s'affiche à l'écran. Donc cette distinction entre procédure et fonction, vous l'avez déjà étudiée en l'IFAP1. Donc L, c'est le paramètre de la procédure minimum, c'est la variable qui nous sert de paramètre. Et puis I, on appelle ça l'indice ou le compteur de la boucle. Donc si on regarde un petit peu quelle est la complexité en temps de cet algorithme qu'on vient d'écrire et qui calcule le minimum d'une liste. Donc j'ai remis ici l'algorithme. Et on va dire que la liste L, elle contient n éléments. Et on va compter un petit peu les instructions qui sont exécutées par l'algorithme quand on calcule le minimum de L. Donc là, on a pour commencer deux affectations qui sont chacune des initialisations, c'est-à-dire on définit une variable, on lui donne la première fois une valeur. Donc le minimum, on lui donne la valeur du premier élément de la liste et i, on lui donne la valeur 2. Et ensuite, là, dans la boucle tant que, il y a des choses qui se répètent plusieurs fois. Donc, combien de fois elle se répète, la boucle tant que elle commence avec i égale 2 et elle s'arrête. La dernière fois qu'on fait la comparaison, c'est pour longueur de L plus 1. Donc, on fait n fois cette comparaison entre i et la longueur de L. Et à l'intérieur de cette boucle, on fait quoi? On compare le ième élément de L avec le minimum. Et donc ça, c'est le nombre de fois qu'on est rentré dans la boucle que ça se fait. Donc ça se fait la première fois pour i égale 2 et la dernière fois pour i égale n, pour le dernier élément de la liste. Donc on fait n-1 fois cette comparaison entre les éléments de la liste. Et c'est ça qu'on va considérer comme l'élément qu'il faut compter, qui est important, c'est combien de fois on compare les éléments. Parce que si on compare des nombres, c'est assez rapide. Si on compare des chaînes de caractères, ça commence à être plus coûteux. Ensuite, cette affectation qui est de changer la valeur du minimum provisoire, on va dire qu'on l'a fait m fois, mais en fait, m, ça va dépendre de la manière dont est rangée la liste. Et ça ne dépend pas du nombre d'éléments de la liste. À part cette condition si alors, on a l'incrémentation. Incrémenter, c'est rajouter 1 à la variable de boucle. Donc le compteur i, ici, il est incrémenté n-1 fois.
Et puis quand on a fini la boucle tant que, on a deux instructions qui chacune sont juste des écritures. Donc ce qui va nous intéresser pour la complexité en temps, c'est en gros le nombre de fois que la boucle s'exécute et où on fait cette comparaison qui peut être coûteuse. Donc le nombre m, on avait dit, il dépend de la liste. C'est-à-dire que si le premier nombre de la liste c'est le minimum, on ne change jamais la valeur du minimum provisoire. Donc m est égal à 0. Dans le cas le pire, donc on considère souvent le cas le pire pour savoir quelle est la complexité d'un algorithme, pour voir quelle est la borne maximum que peut avoir la complexité. Donc dans le cas le pire, c'est quand les nombres de la liste sont rangés en ordre décroissant. Donc ça veut dire qu'à chaque étape de l'algorithme, on va changer la valeur du minimum. Et puis dans le cas moyen, donc on ne va pas détailler le calcul là, puisque je n'ai pas de tableau pour vous le faire. Si les nombres sont rangés de manière aléatoire, on va faire un nombre de changements de la valeur du minimum qui est de l'ordre de logarithme de n. Donc là, c'était la complexité en temps. On a vu qu'en fait, c'est une complexité linéaire, c'est-à-dire que c'est à peu près le nombre d'éléments dans la liste. La complexité en espace de cet algorithme, il ne prend pas beaucoup de place, parce qu'on a une variable dans laquelle on stocke le minimum provisoire, puis une variable de boucle. Donc c'est très peu, c'est constant, ça ne dépend pas du nombre d'éléments qu'on a dans la liste. Donc il n'y a pas de problème avec la complexité en espace. Si maintenant on essaye de voir ce que serait une méthode récursive pour faire la même chose, donc trouver le minimum de la liste. La méthode itérative, c'est ce que vous auriez écrit en l'IFAP1. Les méthodes récursives, c'est ce qu'on va apprendre pendant ce semestre dans l'UE l'IFAP2. Donc la méthode récursive consiste à dire, je dois trouver le minimum de cette liste de nombres. Je vais supposer que le problème est résolu pour la liste privée de son premier élément. C'est-à-dire que j'enlève le 3, j'ai donc une liste qui est 6,5, 12, moins 2, 0, 7. Et je suppose que mon programme, il sait faire ça. Donc le minimum de cette liste privée du premier élément, c'est moins 2. Et pour savoir quel est le minimum de l'ensemble de la liste, je vais comparer le premier élément de la liste que j'avais mis de côté, le 3, avec moins 2. Je regarde le plus petit des deux. Donc ici, ça va être moins 2. La question c'est, oui, mais on a supposé que le problème était résolu pour la sous-liste, mais c'est pas magique, comment ça va se passer? Pour la sous-liste, on va faire exactement le même raisonnement. On va prendre le minimum du reste de la liste et voir s'il est plus petit ou plus grand que le premier élément de cette sous-liste, c'est-à-dire le deuxième élément de la liste. Et c'est ça qu'on appelle la récursivité. C'est pour résoudre un sous-problème d'utiliser la méthode qu'on est en train d'écrire pour le problème initial. Et à quel moment on s'arrête de dire on fait pareil pour la suite? Mais quand on ne peut plus parler de sous-liste. C'est-à-dire que quand il n'y a plus qu'un seul élément dans la liste, on ne peut pas dire j'enlève le premier et je regarde ce qui se passe pour le reste de la liste. On dit quand il y a un seul élément dans la liste, le minimum c'est cet élément-là. Et c'est ce qu'on appelle un cas où on s'arrête. Et il n'y a pas besoin de faire de récursivité. Donc, on va souvent utiliser un petit schéma qu'on va faire ici pour cet exemple pour illustrer la méthode récursive. Donc, ce qu'on veut, c'est à partir d'une liste de nombres, définir un algorithme qui va calculer le minimum de cette liste. Donc, la première question qu'il faut se poser pour trouver une méthode récursive, c'est sur quoi je dois faire l'appel récursif. Donc ici, on choisit de faire l'appel récursif sur une liste à laquelle on a enlevé le premier élément. Donc on appelle ça le reste de la liste qui commence à 6,5. La deuxième question, donc on fait l'appel récursif sur cette liste-là et au moment où on conçoit l'algorithme, on suppose que ceci se passe bien. C'est-à-dire que l'appel récursif, il nous renvoie bien la valeur qu'on cherche, c'est-à-dire le minimum de cette liste-là. Ensuite, on se pose la deuxième question, qui est comment passer du résultat de l'appel récursif au résultat qu'on cherche. On a dit,
On va comparer le minimum du reste de la liste avec celui qu'on n'a pas encore traité, qui est 3, et on va prendre le plus petit des deux, et ici ça fait -2. Donc on a vu, il y a deux questions là, sur quoi on fait l'appel récursif, et ensuite comment on passe du résultat de l'appel récursif au résultat qu'on cherche. Et la troisième question, c'est quel est le cas d'arrêt? Et ça, on y a déjà répondu, c'est quand il n'y a plus qu'un élément dans la liste. Donc maintenant, on écrit l'algorithme récursif qui met en œuvre cette méthode qu'on a ébauchée. Donc comme tout à l'heure, on va utiliser des fonctions primitives qui, on suppose, déjà définies. Donc on a une fonction vide point d'interrogation qui est une fonction booléenne qui renvoie vrai si la liste est vide et faux si elle n'est pas vide. On a la fonction reste qui nous renvoie le reste de la liste, c'est-à-dire qui enlève le premier élément, qui nous renvoie la liste des autres éléments. Et on a la fonction premier qui, étant donné une liste, nous renvoie le premier élément de la liste. Et on définit une nouvelle fonction qui est minimum, qui prend en paramètre, comme tout à l'heure, une liste L. Cette fois-ci, on ne définit pas une procédure qui va écrire, mais une fonction qui va retourner une valeur. Donc on commence par le cas d'arrêt, c'est-à-dire s'il y a un seul élément dans la liste, alors le minimum c'est lui. Donc j'aurais pu utiliser une fonction longueur en disant si longueur de L égale 1, mais j'utilise plutôt la fonction vide en disant je prends le reste de L, si ça me donne une liste vide, ça veut dire qu'il y avait un seul élément dans la liste, alors je renvoie le premier élément de la liste, c'est lui le minimum. S'il y a plus d'un élément dans la liste, je fais le sinon. Et là, je regarde le minimum du reste de L. Donc ça, c'est l'appel récursif. J'appelle la fonction minimum à un autre paramètre. Donc, c'est une fonction récursive parce qu'à l'intérieur de la définition de la fonction, on appelle la fonction qu'on est en train de définir. C'est vraiment ça le principe de la récursivité. Ce minimum du reste de la liste, il calcule une valeur et on regarde si le premier élément de L est plus petit. Si c'est le cas, on renvoie le premier élément de L, c'est-à-dire on change la valeur du minimum, et sinon on renvoie le minimum du reste de L, c'est-à-dire on ne change pas la valeur qu'on a trouvée ici. Et voilà la définition de la fonction récursive minimum. Alors pour revenir un petit peu sur cette fonction, donc on a dit c'est une fonction et pas une procédure, donc on utilise un mot-clé qui s'appelle retourne, qui permet de dire quel est son résultat, et minimum en vert, c'est l'appel récursif, c'est l'utilisation de la fonction que je suis en train de définir à l'intérieur même du code de la fonction. Donc, comme on va faire de la programmation fonctionnelle dans cette UE LIFAP2, on n'a plus besoin de la séquence. C'est-à-dire qu'on ne va plus dire fais cette instruction, puis cette autre instruction, puis cette autre instruction. On va appliquer des fonctions au résultat d'autres fonctions pour enchaîner les traitements. Et puis comme on fait de la programmation récursive, la répétition est faite par l'appel récursif et on n'a plus besoin de la boucle. Alors on va voir maintenant plus précisément à dérouler l'algorithme qu'on a écrit, la fonction minimum, sur un exemple pour que vous compreniez comment ça marche et que ce n'est pas magique. Donc, cette liste-là, on a le premier élément, c'est 3, et l'appel récursif, c'est 6,5. On va le faire sur le reste de la liste, c'est-à-dire 6,5, 12, moins 2, 0, 7. Vu que ce n'est pas une liste d'un seul élément, donc on calcule le minimum du reste de L, et on va regarder si le premier élément de L est plus petit que le minimum du reste de L. Mais pour calculer le minimum de reste de L, on va reprendre le code de la fonction minimum avec cette fois-ci, L est égal à cette liste d'éléments. Donc c'est comme si on faisait une photocopie du code initial, mais avec une nouvelle valeur de L. Et pour calculer cette valeur, on exécute le code qui va lui-même faire un appel récursif à minimum de reste de L, c'est-à-dire le reste de cette liste-là, c'est-à-dire 12 moins 2, 0, 7. Et quand on aura calculé ça, on le comparera avec le premier élément qui est 6,5, le premier élément de L. L'appel récursif minimum de 12 moins 2, 0, 7 appelle lui-même
minimum du reste de L, donc minimum de moins 2, 0, 7, qui appelle lui-même minimum du reste de L, c'est-à-dire 0, 7, qui appelle lui-même minimum du reste de L, c'est-à-dire 7, puisqu'on a enlevé le 0. Et là, on arrive à ce qu'on appelle le cas d'arrêt, c'est-à-dire que comme on commence toujours à exécuter la fonction avec si vide de reste de L, c'est-à-dire si la longueur de L est égale à 1, ben cette fois-ci c'est vrai. Donc là, on ne fait pas l'appel récursif, on renvoie le résultat qui est premier de L. Donc minimum sur la liste qui contient l'élément 7, ça nous renvoie 7. Donc on a terminé l'exécution de minimum sur la liste qui contient 7 et on revient dans le programme qui a appelé minimum de 7 qui est le programme minimum de 0,7. On a terminé minimum de 7 et on regarde est-ce que premier de L qui vaut 0 est plus petit que 7. Oui. Donc ça nous retourne minimum premier de L, c'est-à-dire 0. Et on a fini minimum de 0,7. Donc on remonte dans le programme qui a appelé minimum de 0,7, qui est le programme minimum de moins 2, 0,7. Et on regarde, est-ce que premier de L qui est moins 2 est plus petit que minimum de 0,7 qui vaut 0? Oui. Donc le résultat de minimum de moins 2, 0,7, c'est moins 2. Je remonte dans le programme qu'il a appelé, qui est minimum de 12, moins 2, 0,7. Et je regarde, est-ce que premier de L, qui est 12, est plus petit que moins 2? Non. Donc je renvoie minimum du reste de L, qui est moins 2. Et je remonte dans le programme qui a appelé minimum de 12, moins 2, 0,7, qui est minimum de 6,5, 12, moins 2, 0,7. Je regarde, est-ce que premier de L est plus petit que minimum du reste, c'est-à-dire moins 2? Non, ce n'est pas le cas. Donc je renvoie toujours le moins 2. Et je remonte à l'appel initial, qui était minimum de toute la liste. Est-ce que premier de L qui vaut 3 est plus petit que minimum du reste qui vaut moins 2? Non, donc je renvoie minimum du reste, c'est-à-dire moins 2. Donc vous voyez que à chaque fois qu'on fait un appel récursif, on appelle un sous-programme avec une donnée qui est ici une liste qui est de plus en plus petite jusqu'à arriver au cas d'arrêt. Donc ça, on appelle ça descendre dans les appels récursifs. Ensuite, on a le cas d'arrêt. Et ensuite, on remonte des appels récursifs, une valeur. On fait des comparaisons pour faire des traitements, changer la valeur. Et puis, on obtient comme ça le résultat sur la liste telle qu'elle était initialement. Et on trouve que le minimum de cette liste, c'est moins 2. Heureusement, on trouve le même résultat qu'avec la méthode itérative. Si on se pose la question de la complexité en temps de cet algorithme, on voit ici qu'on fait un test dans le cas d'arrêt pour regarder si le reste de L est vide. Et puis si ce n'est pas le cas, on fait ici, dans le sinon, une comparaison. Et puis c'est tout, puisqu'après on renvoie le résultat. Mais en fait, cette comparaison, il y en a plein qui sont cachées. C'est toutes celles qui sont dans l'appel récursif. Parce qu'effectivement, on ne peut pas trouver le minimum d'une liste en faisant seulement une comparaison. Donc il faut aussi calculer le nombre de comparaisons qui se passent dans l'appel récursif sur reste de L. C'est-à-dire que si n, c'est la longueur de la liste, le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste, et que je note C de I, le nombre de comparaisons de cet algorithme pour une liste de longueur I, le nombre de comparaisons pour une liste de longueur n, c'est une comparaison plus le nombre de comparaisons pour une liste de longueur n-1, puisque reste de L est de longueur n-1. C de n-1, de la même manière, c'est une comparaison plus le nombre de comparaisons pour la liste qui est le reste du reste de la liste de départ, qui est de taille n-2, etc. jusqu'à avoir le nombre de comparaisons pour une liste de longueur 1, et là, il n'y en a pas, puisque s'il y a un seul élément dans la liste, le minimum, c'est lui. Donc en fait, on a n-1 comparaisons d'éléments avec cet algorithme récursif pour trouver le minimum d'une liste de nombres. Donc c'est la même complexité en temps que l'algorithme itératif de tout à l'heure. On est dans le cadre d'une complexité linéaire, qui est à peu près le nombre d'éléments de la liste. Donc ça veut dire qu'on parcourt une fois la liste.
Donc, pour résumer un petit peu sur la notion de complexité qu'on aborde dans cette UE, la première chose à faire, c'est de choisir ce qu'on va compter pour calculer la complexité des algorithmes et comparer les algorithmes entre eux. Donc ici, par exemple, pour le minimum, c'est le nombre de comparaisons entre les éléments de la liste qu'on va comparer. C'est ça qui va nous paraître l'unité de mesure de la complexité d'un algorithme qui trouve le minimum d'une liste. Et ce qui importe, c'est l'ordre de grandeur de cette complexité. Est-ce qu'on est en temps constant? Si n, c'est le nombre d'éléments, est-ce qu'on est en log de n? Est-ce qu'on est en n, ou en 2n, ou en 3n, ou en n log n, ou en n carré, ou en 2 puissance n? Donc, on ne va pas faire très souvent des calculs de complexité dans cette UE. C'est quelque chose que vous étudierez davantage en deuxième année. Mais par contre, on va quand même faire attention au nombre de fois où on parcourt une structure de données. Donc on va voir la structure de données liste, la structure de données arbre. Voilà, on va essayer de faire attention à ne pas parcourir inutilement plusieurs fois la structure de données, parce que ça pourrait nous donner des complexités qui sont mauvaises. Pour résumer la méthode à appliquer pour trouver l'algorithme récursif, donc on a à résoudre un problème, on doit écrire un algorithme pour le faire. Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Il y a 3 questions à se poser. La première, c'est sur quoi on fait l'appel récursif. Donc là, on a vu qu'on avait une liste et on faisait l'appel récursif sur le reste de la liste. La deuxième question à se poser, c'est comment on passe du résultat de l'appel récursif à ce qu'on cherche. Donc là, dans notre exemple, on comparait le résultat de l'appel récursif, c'est-à-dire le minimum du reste de la liste, à la valeur du premier élément de la liste. Et la troisième question, c'est le cas d'arrêt. À quel moment on s'arrête et quelle est la valeur qu'il faut retourner dans cette situation-là. Et c'est important d'essayer de se poser les questions dans cet ordre-là et pas de commencer par le cas d'arrêt, même si c'est ça qu'on écrit en premier. Parce qu'en fait, c'est quand vous aurez choisi comment vous faites l'appel récursif que vous saurez ce qu'il faut écrire pour le cas d'arrêt. Donc, la plupart du temps, la structure type d'une fonction récursive, c'est une conditionnelle, c'est un si, alors, sinon. Donc, si je suis dans le cas d'arrêt, alors voilà le résultat. Et sinon, le résultat, c'est le résultat d'application d'une fonction sur le résultat de l'appel récursif. Donc, le résultat de l'appel récursif, c'est une donnée qui est le résultat de la fonction appliquée à un autre paramètre, par exemple le reste de la liste. Et l'application de la fonction, ici, c'était comparer ce résultat-là avec le premier élément de la liste. Et donc, toutes vos fonctions récursives que vous allez écrire pendant ce semestre vont avoir cette structure-là. Donc, si on revient sur l'algorithme qu'on a défini, en fait, il n'est pas correct. Parce que je n'ai pas précisé ce qui devait se passer quand la liste est vide. Est-ce que je peux donner une valeur pour le minimum quand la liste est vide? Non. Ou alors, si elle contient autre chose que des nombres, je n'ai pas non plus prévu ce cas-là. Donc, pour éviter d'avoir des algorithmes qui ne fonctionnent pas, parce que le programme, en fait, ne va pas vous donner de réponse, il faut définir la spécification du problème. Donc, nous, on va définir la spécification des fonctions qu'on veut écrire. Et puis, on va essayer de prouver que le programme répond à la spécification. C'est-à-dire que dans les cas qu'on a prévus, il marche bien et il nous répond quelque chose de correct. Donc, il y a une branche de l'informatique qui s'attache à prouver que les programmes se terminent avec une valeur correcte. C'est quelque chose de difficile qu'on ne va pas du tout aborder cette année. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer au programme des jeux d'essai. C'est-à-dire qu'on va prévoir différents cas et on va regarder comment le programme se comporte sur les valeurs de ce qu'on appelle un jeu d'essai et vérifier que dans tous les cas qu'on imagine, il répond correctement. Et donc, vous verrez qu'en TP, à chaque fois, on vous propose des jeux d'essai. Et ensuite, ça sera à vous de définir les jeux d'essai pour les fonctions que vous aurez à écrire.
Donc pour résumer la première partie de ce cours, dans lieu LIF AP1, vous avez appris à faire de la programmation impérative où on effectue les instructions en séquence. Fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est pour ça que ça s'appelle impérative, parce qu'on donne des ordres. En LIF AP2, on va faire de la programmation fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses en donnant des ordres, tu fais l'instruction 1, puis l'instruction 2, puis l'instruction 3, mais on va appliquer une fonction à des arguments pour obtenir un résultat. Et la composition des fonctions va nous permettre d'enchaîner les traitements, de faire un traitement puis un autre en appliquant une autre fonction. En LIF AP1, vous avez utilisé la boucle pour répéter des traitements. C'est ce qu'on appelle la programmation itérative. En LIF AP2, on va utiliser la récursivité pour répéter les traitements. Et c'est l'enchaînement des appels récursifs qui va répéter le même traitement. Donc par exemple, là on a vu répéter le traitement de comparer le minimum qu'on a provisoirement avec le premier élément de la liste. Et donc le test d'arrêt de la boucle, par exemple la boucle tant que, est remplacé ici par le cas d'arrêt qui détermine quand on arrête de répéter parce qu'on arrête de faire des appels récursifs. Et puis en termes de langage, vous avez programmé en langage C pour faire en LIF AP1 ces programmes en programmation impérative et itérative. Et on va étudier dans cette UE le langage Scheme, qui est un langage fonctionnel où on va faire des fonctions récursives. Et ensuite, une fois que vous maîtriserez bien la récursivité à la fin du LIF AP2, vous verrez qu'on peut tout à fait en langage C écrire aussi des algorithmes récursifs. Mais là, vous aurez vu un langage de programmation fonctionnelle.